Tu me dis quand c'est parti? C'est parti? C'est parti. Bon, alors. Écoutez, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. J'ai travaillé mes multiplications. J'ai travaillé mon génitif en anglais. J'ai travaillé des infos sur les grenouilles, savoir si les grenouilles pondent leurs œufs sur des feuilles ou dans l'eau. Et j'ai travaillé une rédaction. Soudain, il se rendu compte qu'il avait oublié son parachute. Pourquoi? Parce que je me suis occupé de mes gosses et il faut comme ça jongler. Alors, c'est impossible de s'occuper des gamins et d'écrire en bouquin en même temps. Ça, vraiment, c'est vraiment un truc qui est très, très difficile. Donc, je me suis levé encore plus tôt le matin pour essayer d'avoir quelques heures de peinard pour avancer sur notre bouquin sur l'an 01, notre bouquin Rupture. C'est pour ça que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je me rase pour perdre quelques années. Et par contre, on voit que le coiffeur, il est fermé et je pense qu'il va être fermé pour un bout de temps. Je sais pas si à la fin, il y a eu un moment où je me coupais les cheveux, j'avais l'air d'un GI et comme je l'ai gardé pendant plusieurs mois, à la fin, j'avais l'air d'un hippie et je passais de hippie à GI. Oui, c'est dur avec les gosses, mais je pense que vous êtes des centaines de milliers dans ce cas-là. D'abord parce que vous allez sur le site de l'ENT et vous explique que maintenant il y a un quota sur le site de l'ENT que vous ne pouvez pas, donc l'école numérique, que vous ne pouvez pas être connecté aussi longtemps que vous voulez parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde et que donc il y a un quota. Les instituts, franchement, l'institut il donne plein de boulot à ma fille et il en donne un peu moins à mon fils. Donc n'hésitez pas à charger un peu plus la barque pour que j'ai pas à lui en inventer. Les profs du collège Arthur Rimbaud et évidemment. Punaise que mes gamins, ils grandissent comme ça pendant des semaines et des mois sans qu'ils aient le droit de voir leurs propres petits copains Bachir, Nada, Jonap, Jules, Marius et ainsi de suite. C'est quand même vachement triste pour eux qu'ils puissent juste aller, on leur dit voilà, juste c'est pendant 1 heure, vous avez le droit de sortir pendant 1 heure dans votre journée. Moi, j'ai pas de jardin là ici chez moi, donc bon voilà. Et ça me fait d'autant plus enrager quand on m'en dit que il faut le confinement absolument. Vous n'aurez pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre de chez vous. Peut-être que c'est nécessaire sur le plan sanitaire, j'en sais rien. Mais quand dans le même temps, on permet aux boîtes de continuer de tourner dans les rétroviseurs, dans les pneumatiques, dans les produits de beauté, dans les câbles électriques, quand j'ai tout ça comme témoignage, soit directement, soit par la presse, et quand j'ai, je ne sais pas si vous avez vu ça, je vous montre la circulaire Télégramme, ça existe encore du coup, du ministère de l'Intérieur, envoyée donc la semaine dernière par Christophe Castaner à tous les préfets. Je ne l'ai pas vu, je vous la montre. C'est une circulaire, un télégramme qui concerne la poursuite de l'activité économique. Et là, on a ce passage sur la philosophie générale des mesures gouvernementales qui est d'éviter autant que possible tout regroupement de personnes. Voilà le cadre général. Mais il y a une énorme exception, c'est qu'il faut bosser. Il est impératif que la vie économique de la nation soit la moins impactée possible par la gestion de cette crise sanitaire. On voit bien qu'il est pourtant inconciliable, c'est pour ça qu'ils l'ont fait en loose day, il est inconciliable d'avoir d'un côté le confinement et de dire qu'il va pouvoir y avoir des sites avec des centaines, voire un millier de personnes où les gens vont se retrouver, travailler ensemble sans que ça soit pas des foyers d'épidémie possible. Mais il est impératif que la vie économique de la nation soit la moins impactée possible par la gestion de cette crise sanitaire. Donc, il y a le conflit là entre deux impératifs, l'impératif économique et l'impératif sanitaire. Et en tout cas, là, il est décidé que l'impératif économique doit l'emporter dans un certain nombre de domaines. Je cite toujours notre cher Christophe Castaner. Les établissements industriels, entrepôts, marchés de gros sont autorisés à fonctionner, bien sûr, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Et il conclut ceci. C'est là que ça devient vraiment, je trouve, particulièrement scandaleux. Je rappelle qu'en Italie, le modèle italien donc, les mesures de restriction similaires qui démontrent leur efficacité sur l'endiguement de la pandémie ont néanmoins permis à l'économie de fonctionner presque à la hauteur de ses capacités habituelles. Voilà le modèle italien, le modèle qui nous est vanté par le gouvernement. C'est donc un modèle où il faut surtout qu'on continue de produire à la hauteur des capacités habituelles et où on nous dit que l'Italie a démontré les capacités. Quand on a des papiers qui paraissent sur l'Italie où ils sont obligés d'envoyer l'armée pour évacuer les cadavres de victimes du coronavirus à Bergame, où la morgue tourne à plein régime et où, en effet, eh bien, l'Italie a réussi à continuer à faire tourner ses industries, son travail saisonnier aussi, et ainsi de suite. Donc là, on a la confrontation entre deux impératifs, et c'est vrai que je trouve complètement aberrant. On peut accepter peut-être ce confinement, mais on ne peut pas l'accepter si dans le même temps on nous dit qu'il faut aller produire des rétroviseurs. Je pense que c'est absolument inaudible, et évidemment il y a là-dessus
une logique entre la vie privée et la vie professionnelle. La vie professionnelle on doit pouvoir continuer à produire du PIB normalement, alors que dans la vie privée, il faut la restreindre au maximum. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre des multinationales contre les PME. On voit un certain nombre de PME qui ferment. En revanche, il faut que les multinationales continuent à bosser normalement. Et il y a aussi un conflit de classe entre ouvriers et cadres. Les cadres pratiquent le télétravail avec moins de difficultés, tandis que les ouvriers, il faut qu'ils continuent de travailler normalement. Donc bon, je vais venir au plan de l'heure qu'on va passer ensemble. Il va y avoir donc un premier temps sur on s'arrête et on alerte, comme d'habitude. Donc, je rappelle on reprend la devise de l'an 01 de GB, c'est on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Donc, on arrête et on alerte. Donc, on va voir Sylvie qui travaille dans la grande distribution. On va voir Sébastien qui malheureusement était confronté à un deuil dans ces conditions-là. On va aussi s'arrêter sur le cas de Luxfer. Luxfer, qui est une usine qui se trouvait, j'en parle au passé, mais il faut voir si elle a un avenir, près de Clermont-Ferrand, qu'on avait visité dans la tournée Gilets jaunes. Ensuite, il y a On réfléchit. On réfléchit, on aura Paul Jorion, qui est anthropologue et qui a coécrit avec Vincent Burnand-Galpin ce bouquin « Comment sauver le genre humain ». Il se trouve que il me reste, en toute honnêteté, il me reste 16 pages à lire. Je vais être franc, mais vous voyez les autres pages, il y a plein d'endroits où c'est corné, où il y a du stabilo à l'intérieur, et ça veut dire que c'est bon, et d'autant plus que c'est bon de le lire à ce moment-ci précis de notre histoire, où il s'agit d'opérer une bascule du coup qu'on laisse pas le levier entre les mains des Castaner, Macron et compagnie, parce que du coup, moi, je crois pas du tout à une bascule avec eux. Donc, on aura Paul Jorion avec nous et on en viendra sur quelles sont les ruptures qu'il propose. On démarre donc avec on s'alerte et on s'arrête et on alerte. Excusez-moi, j'ai les papiers. Normalement, il devrait y avoir des jingles et puis tout ça pour m'aider à faire les transitions. Mais ça va venir. On va avoir des semaines et des semaines pour se perfectionner. Donc, ne nous en faisons pas trop. Dans les alertes, je tiens à dire que j'ai reçu un courrier à ma permanence de député. Un courrier de la CAPEB, qui est la Chambre des artisans du bâtiment de la Somme, des cités des métiers. Donc, c'est les petits entrepreneurs du bâtiment. Et qui m'ont écrit dans leur conflit avec notamment Muriel Pénicaud, puisque eux avaient demandé à un certain nombre d'entreprises d'arrêter de travailler parce que les mesures de confinement ne leur paraissent pas appropriées. Et ils m'ont écrit donc un courrier qui dit « Nous, professionnels du bâtiment, nous avons à cœur de protéger nos salariés et nos clients. Et nous savons que, sauf exception, il n'est pas possible de garantir une bonne application de ces règles sanitaires sur l'ensemble des chantiers du bâtiment et notamment les règles de distanciation. » Bah oui, comment être distancié, comment ne pas être ne pas être ensemble côte à côte quand on bosse au jour le jour sur des chantiers. D'ailleurs, l'alerte pour moi sur le fossé entre ce qu'on nous demandait dans la vie professionnelle et ce qu'on nous demandait dans la vie privée, elle est venue d'un chantier des bâtiments que j'ai croisé le long du chemin de halage. Et ils poursuivent, donc la CAPEB, les artisans, les petits patrons poursuivent. Notre attitude est civique et respectueuse des instructions du président de la République. Et oui, le problème, c'est que le président de la République, il donne deux instructions en même temps. C'est le double bind, la double contrainte. D'un côté, il dit confinez-vous, et de l'autre côté, il laisse sous-entendre parce qu'il sentait bien que c'était honteux de le dire comme ça, donc il n'a pas osé l'affirmer comme ça. Mais en sous-main, c'était continuer à bosser quand même. Et ensuite, ça s'est clarifié avec ces ministres. Ils poursuivent la CAPEB. Nous demandons donc avec la plus grande fermeté que les chefs d'entreprise qui jugeront en leur âme et conscience, et oui, c'est important l'âme et conscience à ce moment-là, que la poursuite de leur chantier n'est pas possible, puissent bénéficier pour leur activité des dispositions mises en place en termes de chômage partiel, sans aucune tracasserie administrative ou demande de justification autre que la pandémie actuelle. Juste, ils peuvent compter sur mon appui, ces artisans du bâtiment peuvent compter sur mon appui pour les soutenir si jamais dans la Somme ou ailleurs ils étaient confrontés à des tracasseries, comme ils disent, venant de Muriel Pénicaud ou d'autres. Et je suppose que les inspecteurs, les contrôleurs du travail à qui Muriel Pénicaud a demandé d'aller sur le terrain pour challenger les entreprises qui souhaitaient de se mettre en chômage partiel, je pense que les inspecteurs et les contrôleurs n'ont pas été très vifs pour appliquer cette consigne qui était aberrante. J'ai là Camille, ingénieur dans le BTP, près d'Orléans, qui m'a écrit «
Quand on connaît les conditions de vie des ouvriers sur site, faible confort et hygiène dans les bases vies, travail en équipe et hors site, grand déplacement et partage de chambres à plusieurs pour gagner quelques sous sur leur panier, les risques de propagation du virus sont évidemment élevés. Et oui, c'est l'évidence. On a eu un témoignage touchant d'une infirmière du CHU de Clermont-Ferrand qui nous dit ceci. Première chose, on allume la lumière, ouais, dans ma cuisine, on y verra plus clair. Merci Sylvain. Première chose aberrante. Jusqu'à lundi 16, les personnels médicaux, donc au CHU de Clermont-Ferrand, devaient mettre des masques. Et finalement, on leur a demandé d'enlever les masques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de masques pour tout le monde, donc ils devaient être réservés au service Covid-19. Donc, la plupart du temps, on ne met pas de masque, ce qui est choquant. Donc là, on a un retour en arrière. Ils avaient des masques, on leur demande de plus en mettre pour faire des économies et gérer la pénurie. Deuxième chose aberrante, me dit Mathilde, infirmière au CHU de Clermont-Ferrand. Sur Clermont-Ferrand, un réseau solidaire a été lancé pour créer des masques de manière artisanale. Ces masques nous sont refusés car il faudrait les laver. Donc, vous voyez, là, il y a une tentative de se prendre en main à défaut d'attendre que on se croirait dans un pays du tiers-monde quand les gens n'ont pas de masque et qu'il faut qu'on le fasse soi-même. Et bon, eh bien, le deuxième chose, donc on leur dit, puisque ces masques, vous pouvez pas ils sont pas aux normes, vous pouvez pas les utiliser. Et troisième, Mathilde poursuit, elle dit, on n'est pas protégé, cela crée énormément d'angoisse. Quand on rentre chez nous, on doit se décontaminer. Les gens font chambre à part. Il faut que le gouvernement s'attende à devoir gérer l'état psychologique des troupes, les arrêts maladie. Aujourd'hui, on serre les dents, mais ça va craquer. Et juste un signal de ce week-end, il y a eu un projet de loi spécial de budget rectificatif. Donc, on a prévu des dizaines de milliards pour les entreprises. Soit, je reviens pas là-dessus. Mais je signale juste que dans le même temps, il n'y a pas eu de budget rectificatif de la sécurité sociale, du budget de la sécurité sociale. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que d'emblée, on dise l'urgence, c'est d'aligner des milliards supplémentaires, voire des dizaines de milliards supplémentaires pour l'hôpital face à cette épidémie et pour prévoir l'avenir et pour que les soignants ils aient la garantie que dès demain, ils seront mieux traités, que leurs heures supplémentaires seront payées et ainsi de suite et qu'ils ne seront pas après cette crise à nouveau en burn-out quasi constant, mais il n'y a pas eu de budget rectificatif de la sécurité sociale. Enfin, j'ai eu un appel, moi, dimanche matin, d'un ambulancier, mais j'ai eu plein de témoignages d'ambulanciers. Cet ambulancier me dit, mais on n'entend jamais parler de nous, et pourtant, nous, on doit aller chez les gens qui souffrent, et on les prend, il y a des malades du Covid-19, nous n'avons pas de masque, nous n'avons pas de gel, nous peinons à obtenir des gants. Je veux dire qu'on est dans une situation qui est vraiment aberrante, où y compris les gens qui sont en contact des malades ne peuvent pas avoir ce matériel de base. Et quand on entend le discours, par exemple, de Sebet Ndiaye qui dit « tout va bien circuler », c'est le docteur Pangloss en période d'épidémie, quoi. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, pas de souci. Alors, on a en ligne l'ordinateur de Sylvie dans la grande distribution à planter. J'ai en ligne avec moi Sébastien. Sébastien, on avait déjà évoqué la difficulté qu'il avait rencontrée en pleine quarantaine et vous avez eu à subir le décès de votre belle-mère, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Comment Donc ça s'est passé? le vendredi 13, malheureusement, elle nous a quittés. Donc on n'était pas encore en période de confinement, mais on commençait à en entendre parler. Donc le week-end, on a commencé à préparer les obsèques, comment on allait faire, etc., l'annonce et autres. Et à mesure que le week-end avançait, on entendait parler de ces mesures de confinement jusqu'à ce que le couperet tombe dimanche en nous disant que aujourd'hui, on était confinés à domicile. Par contre, les élections, il a fallu les tenir. Mais nous, de notre côté, on n'avait absolument aucune information pour savoir ce qu'il fallait faire, si on avait droit à un office religieux ou non, etc., quoi. On était en fait complètement perdus. Et à mesure que le temps avançait dans la semaine, on ne trouvait pas d'informations, ni sur le site du gouvernement. On entendait tout et son contraire. Donc, on se retrouvait un petit peu complètement perdu et dans l'angoisse. Et donc, qui vous a guidé? Ça a été la mairie qui vous a guidé ou ça a été le service des pompes funèbres? Le service des pompes funèbres nous a indiqué effectivement qu'on pouvait faire un petit office, mais en comité très restreint.
Donc, on a démarché aussi un pasteur pour, à la base, faire l'office à l'église. Sauf que bah, l'église ayant été fermée à toute réunion religieuse, à ce moment-là, on lui a demandé s'il voulait bien, malgré tout, tenir un petit office au niveau du funérarium, ce qu'il a accepté. Ça a duré 20 minutes. On s'est retrouvé avec un pasteur qui a fait quelque chose de très bien sur un temps très court. On le sentait tout aussi gêné que nous, la vitesse à laquelle il a fallu faire. J'ai mon petit de 6 ans qui était en larmes à plus d'un mètre de moi parce qu'il a fallu bien entendu respecter les distances d'écart, donc le fameux mètre, où on n'a pas pu vraiment le consoler, quoi. Donc vous avez un gamin de 6 ans en larmes et vous pouvez pas le prendre dans vos bras parce que il y a des mesures restrictives. Mais vous, comme père, vous n'aviez pas le droit de prendre votre fils? Ah non, le principe c'était ça, quoi. C'est chacun à deux par banc, donc c'était des petits bancs mais à deux par banc, avec à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 d'écart entre chaque personne. Et bah, le gamin à côté qu'on pouvait pas prendre dans ses bras pour le consoler, quoi. Et vous avez pu rassembler toute la famille ou comment ça s'est passé? Non, ça s'est passé en comité très restreint. En fait, le dimanche, donc on avait préparé l'annonce mortuaire disant que l'office se tiendrait le vendredi suivant en l'église du village. Et à mesure que le temps avançait, ben, on a dû dire aux gens que bah, finalement il n'y aura pas d'office, on sera obligé de le faire en comité restreint. Donc dans un premier temps, on pensait avec des amis proches, parce que bah, le confinement c'était 50 personnes maximum de regroupement. Et du coup, on ne voulait pas sélectionner les gens qui a le droit de venir, qui n'a pas le droit de venir. On a dit on reste vraiment en cercle très restreint. Et puis le mardi, il a fallu dire aux gens, enfin aux amis très proches, que malheureusement ils ne pourraient pas venir. Donc même la famille des gendres n'ont pas pu assister à l'enterrement, quoi. Donc vous étiez combien dans le funérarium? 15. Vous 15 pou- avec 1 mètre d'écart à chaque fois. Et qui était votre belle-mère? Et- Alors ma belle-mère, c'était une dame qui s'appelait Nicole, qui faisait partie de ces gens qui font vivre un village ou une rue. Donc on est sur une rue principale dans un petit village du fond de l'Alsace. Et elle avait ses petites mamies dont elle allait s'occuper tous les jours. Donc quelqu'un qui comptait beaucoup pour les gens, sur qui les gens comptaient. Donc il y avait énormément de monde qui voulait venir lui rendre ce dernier hommage. Et malheureusement, bah, nous, on a dû bah, décliner tout ça, quoi. Donc c'est très très dur à vivre de dire aux gens non, vous ne pouvez pas venir l'accompagner une dernière fois, quoi. Ce qui vous a choqué, vous, c'est le contraste entre, on vous dit d'être à 15 maximum dans le funérarium et le dimanche, les élections qui se déroulent. C'est ça. Et en parallèle, en fait, le fait de voir des entreprises encore ouvertes. Enfin, moi, je suis resté accroché sur votre première émission ou la deuxième, si je dis pas de bêtises, où vous aviez un salarié Valéo. de Valeo, Valéo. c'est ça, qui fabriquait ah, ça y est, j'arrive plus, des embrayages, et où il se retrouvait à 100, 200 dans l'usine. Et nous, on n'avait pas le droit de réunir plus de 15 personnes, quoi. Enfin, c'était complètement aberrant. En parallèle, vous aviez des élections qui ont été tenues. Enfin, ça paraissait surréaliste, quoi. Donc, c'est-à-dire que finalement, un rituel qui se déroule depuis des millénaires et même depuis la préhistoire, depuis que l'homme est homme, quoi. Mhm. Le rituel d'enterrement, là, il faut qu'on l'arrête par temps de coronavirus. Il faut qu'on coupe les liens familiaux et les liens amicaux au sein de votre village, mais aussi au sein de votre famille, puisque vous dites des gens n'ont pas pu venir. Il faut qu'un père Tout à fait. ne puisse pas prendre son fils contre lui. Et en revanche, on peut continuer d'aller bosser dans les grandes boîtes. Vous voyez ça chez vous aussi? Ah oui, clairement, là, on a un gamin dans notre entourage qui a été rappelé par son employeur. Demain, il doit travailler. Il est en contrat d'apprentissage. Dans Donc, quel type de boîte? Est-ce que dans c'est une un... usine, lui, il travaille dans les bureaux. Donc, il est Mais c'est un service essentiel à la nation ou pas? a priori, non. C'est quoi? Alors, je sais plus comment s'appelle l'entreprise, mais comme dit, lui, il est préposé à lire des normes, tout simplement. D'accord. Donc, on n'est pas forcément dans quelque chose d'essentiel. Surtout pas, en fait, un gamin de 20 ans qui fait un contrat d'apprentissage, quoi.
Et vous faites quoi, monsieur, si je puis me permettre, enfin Sébastien? Alors moi, je suis dans le conseil dans l'assurance de personnes. Donc vous travaillez Donc en dans télétravail, vous êtes en actuellement, oui. D'accord. Enfin là, pour l'instant, moi, je suis en maladie parce que j'ai des gros problèmes de santé, mais les collègues sont tous en télétravail. Ok. Écoutez, je vous présente mes condoléances, même si c'est un peu bizarre comme ça en live. Je vous souhaite bon courage à vous et puis à votre famille, quoi. Surtout. Merci. Et puis Merci à vous vous. continuez ce que vous faites, hein. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage à vous. Merci. Au revoir, Sébastien. Au revoir. Alors, merci. Donc, l'ordinateur juste, je vais montrer un truc en faisant mon bouquin le matin là. Je suis allé vous relire les discours de Macron et je suis allé sur le site de l'Élysée. Ouais, je suis tombé là-dessus. Vous pouvez y aller. Vous regardez le site de l'Élysée. Attendez, je vous le mets comme ça, vous le voyez. Donc là, c'est le bandeau du haut, c'est adresse aux Français, ce que je voulais relire justement. Et en dessous, vous avez, avec la typo de Je suis Charlie, en gros, hop, vous l'avez là. Sauvez des vies, restez chez vous. Et c'est vrai que quand on voit que c'est mis en aussi gros comme ça, et que en fait c'est comme s'il y avait un contrat d'assurance. Tu veux que je le remette, Sylvain, c'est ça? Donc je sais pas, c'est encore 136 ou je sais pas trop quoi. Et c'est comme s'il y avait une petite astérix comme pour un contrat d'assurance. C'est sauf pour les millions de personnes qui bossent dans les usines. Là, c'est pas grave, restez pas chez vous et allez bosser. C'est vrai que, enfin, moi, ça me paraît être une aberration majeure et je comprends même pas que ça soit accepté. Sylvie, elle est, on peut dire, dans un service essentiel à la nation. Donc son ordinateur a planté, mais on va la joindre par téléphone, c'est ça? On va essayer. Là, on teste tout, nous. Hein. À la fin, on pourra faire RTL ici. Bon, donc elle elle est dans un service essentiel à la nation. Bah oui, elle est dans la grande distribution. Donc c'est pas un service public, c'est un service privé. Mais en effet, on imagine combien ça serait la panique si on disait que demain la grande distribution fermait ses portes. Voilà, même si c'est pas là qu'il faudrait faire nos courses en permanence. On l'a ou pas au téléphone? Oui, je suis là. Ah, salut. Est-ce que les auditeurs nous entendent ou pas? Pardon? Je sais pas. C'est pour savoir si les auditeurs nous entendent. Ils vous entendent. Bon. Alors, Sylvie, vous êtes chargée de rayon, donc vous n'êtes pas caissière, hein, vous êtes chargée de rayon dans la grande distribution, vous êtes dans le 93, vous voulez pas donner le nom de votre enseigne. Comment ça se passe pour vous? Vous êtes allé bosser aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai eu une réunion CSE justement par rapport à ça. Mais en ce moment, je ne travaille pas parce que comme j'ai fait de l'asthme, moi je me suis mis en retrait. Mais sinon, oui, tous mes collègues travaillent. Et depuis une semaine, là, on a réussi quand même à faire limiter les entrées des clients dans le magasin. Mais avant ça, c'était catastrophique parce que il y avait du monde, on se serait cru tous les jours au réveillon de Noël et du jour de l'an, quoi. Il y avait une queue pas possible. Juste le jour du confinement, quand ça devait être à partir de midi, on a eu une queue qui a traversé tout le magasin et qui est repartie de l'autre côté jusqu'à la réception. Il a fallu qu'on stoppe les entrées parce que c'était pas gérable. C'était pas gérable, on avait trop de clients et on se sentait pas en sécurité. C'est pas possible. Dans des conditions pareilles, on dit qu'il faut pas être plus de 100, mais je vous dis pas, il y avait je sais pas combien de personnes dans le magasin, c'était hallucinant. Est-ce que on vous a proposé à vous aussi et à tous les salariés de votre entreprise une prime de 1 000 euros là? Non, pour l'instant, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Ils réfléchissent, oui. Pour l'instant, il n'y a pas de prime. Par contre, la réunion de CSE extraordinaire de ce matin était, l'ordre du jour, c'était de faire venir les gens à 4 heures du matin. Les faire venir à 4 heures du matin, pour quoi faire? Les faire travailler de nuit. Mais pourquoi? Pour refaire les rayons. Pour refaire les rayons, tellement les rayons ils sont vidés rapidement. Tellement qu'ils sont vidés, oui, comme ça. Et puis bon, ça permet aussi, bon, alors c'est que des volontaires bien sûr, mais ça permet aux gens d'être moins longtemps en contact avec la clientèle et de partir plutôt chez eux. Mais c'est pas non plus une bonne solution parce qu'ils ont profité d'un accord sur le travail de nuit
qu'ils avaient fait signer pour mettre ça en place. Et on a peur, après, enfin, la CGT derrière a peur que ça reste, après que ça devienne la norme, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils profitent de cette situation exceptionnelle pour que l'exceptionnel et le provisoire durent au-delà de la situation exceptionnelle, quoi. Bah, c'est ce qu'on a peur, oui. Oui. D'accord. Comment vous avez regardé vous avez vu un peu passer les ordonnances de ce week-end sur les 35 heures, les congés payés et ainsi de suite? Oui, j'ai vu ça, oui. Mais, moi, je suis scandalisée de ça. Parce que c'est toujours sur le dos des mêmes. C'est encore les salariés qui vont prendre. Les gens qui sont les plus précaires, qui vont encore être obligés de sacrifier leurs vacances ou d'étendre leurs horaires de travail. Enfin bon, comme si on ne l'avait pas suffisamment sur le dos, quoi, avec la loi El Khomri, la loi Macron. Maintenant, ça va être la loi coronavirus. C'est hallucinant. Est-ce que vous pensez qu'à la sortie de cette crise-là, parce que c'est l'hypothèse la plus optimiste, on va revoir quels sont les métiers les plus essentiels et on va se dire bon bah puisque ce sont les métiers les plus essentiels qu'il faut pas arrêter même en temps de crise, on va les revaloriser. Vous avez espoir de ce côté-là? Non. Ben, vous êtes comme moi. Vous n'avez pas trop espoir. J'ai pas d'espoir parce que je sais très bien comment c'est. Et avec, c'est pas avec un gouvernement comme on en a un, et c'est pas avec un président comme on en a un, que les choses vont changer. Hein. Ils vont pleurer misère, c'est la crise, on a perdu de l'argent, il faut faire des sacrifices. Et les sacrifices, qui c'est qui va les faire? C'est nous. Ouais. Je suis pas très optimiste non plus. Au fond, je me dis que c'est presque comme si c'était normal que les gens qui sont déjà les plus précaires et les plus en dessous dans la société, ça soit eux aussi qui gèrent la crise sanitaire, quoi. Et alors, si vous aviez une proposition de rupture à me faire, qu'est-ce que vous me diriez? Pardon, une proposition de rupture? Ouais, de rupture. Puisqu'on écrit un bouquin qui s'appelle Rupture, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Pas mal de choses. Pas mal de choses. Il faudrait déjà commencer par admettre que tout le monde est important et effectivement oui, revaloriser les salaires des gens. Il faudrait aussi peut-être commencer à réfléchir pour faire travailler les gens moins longtemps, remettre la retraite à 60 ans comme c'était avant. Donc par exemple, on pourrait demander la retraite à 60 ans pour dans toutes les industries et les secteurs qui ont continué à tourner pendant la crise du coronavirus. Mais pas que, pour tout le monde. D'accord, ça marche. Ça marche. Bon, je vous remercie Sylvie, on va arrêter là parce que par téléphone, je sais pas trop ce que ça donne en face, quoi. D'accord? D'accord, mais je suis vraiment désolée. Mais je vous en prie, écoutez. L'ordinateur chez ma voisine parce que le mien n'avait pas de son et là, du coup, le sien, il a chauffé et il a planté. Ok, voilà. Ça marche. Je vous remercie beaucoup. Alors. Allô? Oui, c'est bon. Ouais. Bon, ouais. Je vous entends plus, mais je vous dis au revoir. Ça marche. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Bon. Avant de prendre Paul Jorion au téléphone, je voudrais qu'on s'arrête sur l'entreprise Luxfer. On s'y était rendu il y a un an à peu près, au moment où j'avais traversé la France pour me présenter Je veux du soleil. On s'était rendu à Clermont-Ferrand et du coup on avait été chez Luxfer auparavant. Qu'est-ce que Luxfer? Qu'est-ce que l'usine Luxfer? Luxfer fabriquait des bouteilles qui pouvaient contenir notamment de l'oxygène, qui était utile pour les pompiers, qui était utile pour les hôpitaux. Et je crois, on verra avec le délégué syndical, avec Axel, mais je crois que c'est depuis les années 40 que c'était fabriqué à côté de Clermont-Ferrand. Et là, c'était racheté par un fonds de pension anglais qui a décidé de liquider ça. On ne sait pas où est-ce que ça sera produit. Et la nouveauté, c'est que les ouvriers ont décidé de continuer à occuper l'usine, comme je l'ai vu malheureusement dans plein de boîtes chez moi dans la Somme, qui était une démarche relativement désespérée. Et là, la crise du coronavirus intervient avec un changement de discours à 180 degrés de la part du gouvernement qui fait que vous espérez, c'est bien ça Axel, entrer dans la brèche et que ça change la donne, notamment sur le terrain de la souveraineté, au moins là, puisque c'est lié au secteur médical, que ça change la donne et que ça vous permette que la production reste en France.
Le son est coupé, son micro est coupé. Ah oui. Attends. Attends, tu peux recommencer, Axel, parce que ton micro était coupé. Ouais. Là, vous m'entendez? Ouais. Ok. Ouais, on espère la nationalisation, être renationalisé parce qu'on était déjà, on avait déjà été nationalisé de 88 à 95 quand on était péchiné. Donc là, on espère que cette crise, que ce soit sanitaire ou économique, va permettre de changer les choses et de faire montrer toutes les failles de ce système mondialisé. Donc, garder nos productions des équipements de sécurité, des équipements de soins sur notre territoire français et européen. Donc, depuis 1939, vous produisiez des bonbonnes de gaz à haute pression, notamment pour les pompiers et l'hôpital, près de Vierza. Il y a eu, pour des raisons financières, on a décidé de plus produire là. On ne sait pas bien où est-ce que ça sera produit, ces bonbonnes-là. Et vous êtes allé voir le ministre de l'économie, enfin, ça s'appelle la reconquête industrielle. Je dis moins on agit et plus on a des grands mots pour ça. Et ils vous ont dit, la réponse vous a été à l'époque, quand vous êtes allé voir ce ministère, des actionnaires qui détruisent une entreprise, c'est comme un enfant qui casse son jouet. Il faut les laisser faire. Ça s'appelle le libéralisme. C'est bien ça qu'on vous a répondu. Donc, on laisse faire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est monsieur Jean-Pierre Floris à l'époque qui nous avait répondu ça au début de notre plan de licenciement. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Et là, du coup, vous faites partie des salariés qui occupent l'usine? Alors, nous, on a dû libérer l'usine vendredi pour respecter le confinement. Mais on occupait l'usine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis le 20 janvier pour éviter que des bulldozers viennent détruire notre outil de travail complètement illégalement, puisque la stratégie de notre direction a été pour éviter de revitaliser. Revitaliser, c'est recréer de l'emploi, recréer une activité sur le territoire. Et ben pour éviter de respecter leurs obligations, ils se sont dit on va mettre des grands coups de pelleteuse et des grands coups de pince, des grands coups de bulldozer dans les machines pour ne pas avoir à respecter ces obligations. Donc depuis le 20 janvier, on bloquait l'usine, on l'a libérée vendredi, on l'a remis aux mains de la préfecture, le soin de veiller à ce que cette usine stratégique reste en l'état pour un redémarrage. Et donc là, ça veut dire que les machines, les propriétaires, les actionnaires anglais sont pas venus récupérer les machines. Non, la plupart, ils voulaient pas les récupérer, ils voulaient simplement les casser pour empêcher qu'on les réutilise, pour éviter toute concurrence, mais pour éviter aussi qu'on recrée de l'emploi et qu'on resserve de nos savoir-faire. Et alors là, vous disiez que vous souhaitez la renationalisation, mais vous aviez été venu avec une autre solution. Et il se trouve que c'était les Chinois qu'on dépeint comme étant les grands méchants du capitalisme qui se proposaient de venir pour relancer la production sur le site de Clermont-Ferrand. C'est ça, c'est ça. Eux voulaient transformer notre activité. Parce qu'on faisait aussi à l'époque de l'armement et de l'aéronautique. Donc là, c'était surtout pour rediversifier notre activité sur l'aéronautique. Malheureusement, le groupe qui devait nous reprendre, sa branche européenne, s'est cassé la gueule à cause du marché de l'automobile et ce qu'il est actuellement en Europe. Bon, c'est un de nos projets parce que on avait aussi monté un projet de coopérative pour essayer de reprendre l'entreprise en scope, qui est allé assez loin puisqu'on avait même reçu des promesses de financement à hauteur de la moitié du projet. Et là, vous avez eu un début de réponse. Nous, on avait posé une question écrite au ministère de l'économie. Je ne sais pas si on avait eu une réponse parce que vous savez, on met des mois et des mois à avoir la réponse et je ne sais pas si on a eu une réponse du ministère de l'économie. Mais vous commencez à avoir des réponses là de Bruno Le Maire et compagnie sur ce que pourrait devenir Luxfer. Pour l'instant, j'ai pas trop de réponses, même si là, notre dossier a l'air d'avoir été quand même un peu pris en main depuis le début de cette crise sanitaire. Puisque ça faisait déjà un moment qu'on alertait sur la stratégie de notre groupe qui avait été de fermer notre usine.
Comme vous dites, on ne sait pas où ça va être produit. En fait, ça va plus être produit ce qu'on faisait puisqu'ils ont tout simplement supprimé notre production pour la remplacer par des productions de bas de gamme. Et vu qu'ils sont en position de monopole, eh ben, ils se sont dit on va prendre tout le monde à la gorge en supprimant ces produits, on va créer des retards d'approvisionnement volontaires et on va les forcer à prendre des produits de plus basse qualité, on va augmenter les prix de 12% pour augmenter les marges. Donc nous, ça faisait des mois et des mois qu'on dénonçait ça, mais aujourd'hui, ça pose un peu plus d'inquiétude puisque personne n'est trop capable de dire l'état des stocks actuels et les capacités de production actuelles sur ce type de produit. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a réussi avec brio sur les masques, avec brio sur le gel, et avec brio sur le test, sur les tests Covid-19. Là, on pourrait continuer à le réussir avec brio sur les bonbonnes à haute pression pour les hôpitaux et pour les pompiers, et plus avoir les stocks pour ça, quoi. Bah, moi, je croise les doigts pour que ça arrive pas. Hein. Mais le problème, c'est qu'actuellement, personne n'est capable de nous dire s'il y a un risque ou pas de pénurie, que ce soit en France ou ailleurs sur ces produits. Et la seule usine de la Nouvelle-Europe, je précise parce qu'il y a une usine en Angleterre, mais la seule usine de la Nouvelle-Europe, elle est à l'arrêt. Donc, c'est assez inquiétant quand personne n'est capable de nous donner, de pouvoir prévoir ce qui va se passer sur ces produits qui sont quand même d'utilité en ce moment. Ok. Bon, on continuera. Tu sais que de toute façon, on avait continué à suivre. Malheureusement, tu sais, le désastre de la politique industrielle et en fait de la non-politique industrielle depuis 30 ans, je le vois en première ligne dans mon coin, dans la Somme. Et donc, c'est l'un des dossiers. Je me souviens que juste après être passé à Luxfer, j'étais passé du côté de Dijon pour voir une usine d'éoliennes. Et là-bas, de la même manière, alors qu'on n'a quasiment pas de production d'éoliennes en France, eh ben, il y avait un abandon de la production d'éoliennes. Donc, c'est là où je voudrais en venir et ça va me faire la transition avec Paul Jorion. C'est quelle politique et quelle politique industrielle, quelle politique économique. Merci beaucoup, Axel. Donc, on se tient au jus. Merci. pour que tu nous donnes des nouvelles et surtout si jamais il y en avait une bonne, tu vois, une bonne nouvelle de temps en temps, Ouais. moi je suis preneur. C'est clair, ça ferait du bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je te remercie, Axel. Salut, bon courage à toi. Au revoir. Au revoir. Monsieur Jorion, ce qu'on vient d'entendre, pour moi, ça fait écho à des pages de votre bouquin sur ce que vous appelez l'abusus. Ouais. Vous dites que, enfin, il y a plein de choses qui font écho à la situation actuelle, mais là, le cas de Luxfer fait écho à quelques pages que vous avez sur l'abusus. Vous dites que aujourd'hui, le propriétaire a le droit d'usus, donc d'user de sa propriété. Il a le droit de fructus, ça veut dire d'user des fruits de sa propriété, mais il a aussi le droit d'abusus, c'est-à-dire d'abuser et voire jusqu'à aller jusqu'à détruire. Et il dit que vous dites qu'il y a des secteurs où ça a été limité, mais en revanche, il y a un secteur où ça n'a pas été limité, c'est dans ce qu'on peut faire d'une entreprise. Et là, on a le droit de la détruire. Ouais. On a réduit le droit d'abuser de sa propriété pour les individus, mais pour les entreprises, non. Voilà. Et tu sais bien que je vais te dire tu, puisqu'on se dit tu d'habitude. Tu sais bien qu'aux États-Unis, c'est allé jusqu'à cette déclaration de la Cour suprême disant que les entreprises, parce qu'elles ont le droit d'être reconnues comme des personnes, peuvent mettre autant d'argent qu'elles le veulent, puisqu'elles représentent un certain nombre de personnes, alors qu'aux États-Unis, je crois que les gens peuvent mettre jusqu'à $8,000 pour soutenir une campagne électorale, mais les entreprises qui représentent un nombre illimité de personnes, eh bien, elles peuvent mettre des sommes illimitées aussi. Voilà, c'est aller aussi loin que ça. C'est-à-dire que des droits que nous n'avons plus du tout en tant qu'individus, eh bien, les entreprises l'ont. Et tu as fait voilà plusieurs remarques déjà dans ce sens-là, et tu as bien raison. On fait passer les choses bien avant les gens. On fait passer la vie des rétroviseurs avant celle des gens qui font des rétroviseurs, et c'est là qu'on est arrivé. Tu te souviens de cette histoire? C'est un certain Moïse, il descend de la montagne, il a des tables de la loi que Dieu lui a données directement, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ces gens qu'il a laissés pendant un certain temps, ils sont là et ils rendent le culte du veau d'or, qu'on appelle aussi Mammon, et c'est l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est très fâché, comme nous devrions l'être. Il casse les tables de la loi. C'est terminé. Voilà, on n'en parle plus. Alors, je crois que le moment va venir où nous allons vraiment nous fâcher. Justement, votre livre, quelque part,
c'est un éloge de l'économie dirigée. Et vous essayez vous réhabilitez pour moi le terme d'économie dirigée. Il y a un passage, c'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier votre livre, c'est à la page 58. À la page 58, où vous dites finalement, à partir du 19e siècle, l'économie a dirigé et on n'a pas dirigé l'économie. Et quelque part, d'un moyen, c'est devenu une finalité. Et on a cessé d'énoncer quels étaient les objectifs que nous souhaitions atteindre ensemble. Ouais. Ouais. Mais c'est un coup d'État qui a eu lieu dans l'économie, dans la réflexion économique. Avant, on parlait de deux choses essentiellement dans les bouquins d'économie qu'on appelait l'économie politique. On appelait des rapports entre les classes, et ces rapports de classe, ils pouvaient être très conflictuels, et on parlait de la propriété privée. Et puis tout à coup, il y a un tournant. Au lieu de dire que les gens peuvent être éventuellement différents dans l'économie parce qu'il y en a qui seraient opprimés et les autres qui seraient les oppresseurs, on dit tout à coup, non, on est tous pareils, on est tous des consommateurs. Alors le type qui tend la main au coin de la rue, il est consommateur. Le patron qui a une entreprise de 10 000 personnes, il est consommateur aussi. Donc on est tous les mêmes. Voilà, c'est un coup idéologique. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait une réflexion de type scientifique sur l'économie et on commence à avoir un discours idéologique, un truc qui est essentiellement payé par les banquiers à l'époque. La société du Mont Pèlerin, qui crée le petit groupe qui finalement créera le prix Nobel d'économie, elle est soutenue pas par les universités, même pas par les gouvernements, elle est soutenue par l'industrie suisse. Voilà, c'est grâce à l'industrie suisse qu'on a un prix Nobel d'économie qui n'a aucun rapport avec les autres prix de Nobel et qu'on appelle d'ailleurs, oui, s'il fallait vraiment, le prix en l'honneur d'Alfred Nobel qu'a organisé la Banque centrale suédoise. Voilà. Mais alors, vous dites que à partir du 19e siècle, en gros, peu importe ce qui est produit, peu importe on ne vise plus rien. On ne vise plus que le développement en soi. Et à la limite même, si jamais on dit il faut construire des beaux logements à la place de construire des taudis, ça va être considéré comme étant un coût supérieur de construire des beaux logements et non pas comme un enrichissement du pays et un bienfait et un bien-être supérieur apporté aux populations. Il y a deux logiques. Il y a la rationalité, celle qu'a décrite Aristote, en disant, voilà, on fait un raisonnement, on se donne un objectif, et puis grâce au raisonnement, en faisant des syllogismes bien construits, on va arriver à définir ce qu'il faudrait faire. Voilà. On a un objectif, on va aller vers l'objectif. Il appelle ça la cause finale. Et puis, bon, il y a une autre rationalité qui apparaît. On nous dit non, c'est trompé, c'est pas du tout ça la rationalité. La rationalité, c'est de définir le rendement marginal des choses en fonction de l'utilité pour les individus. Et on va faire du calcul à partir de ça. Ça va devenir purement des mathématiques. Voilà ce qu'on fait. Et tout à coup, au lieu d'avoir une logique des finalités, on n'a plus qu'une logique des coûts. On va regarder combien ça coûte. Alors on fait des trucs et puis on regarde combien ça coûte et on essaye, bien entendu, pour augmenter le profit, comme on fait dans une entreprise. L'État va aussi minimiser les coûts. Et alors on va minimiser que les coûts et après on regardera ce qui est arrivé et on dira c'est ça qu'on voulait. Au lieu d'avoir un objectif, on n'a plus d'objectif, on minimise les coûts et à l'arrivée, on dit c'est ça qu'on voulait. C'est ce que la main invisible d'Adam Smith a déterminé parce que l'État, c'est un truc dégueulasse. L'intérêt général, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On a un principe qui s'appelle l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus et tout le reste, c'est des mirages, c'est des trucs qui n'existent pas vraiment. Le collectif, c'est une blague, c'est un truc qu'on nous a vendu. Il y a que les gens qui sont pas contents, qui comprennent pas qu'ils devraient travailler davantage. Ces gens-là ont du ressentiment et ils nous inventent un truc qui s'appelle l'intérêt collectif. Faut pas comprendre parce qu'ils sont pas responsables, parce qu'ils veulent pas travailler en réalité. Et donc, vous dites, à la place de laisser le truc s'auto-gérer comme ça, sans finalité, il faut redonner à l'économie des finalités. Donc, si on lui donne des finalités, ça veut bien dire qu'on la dirige. On la dirige dans un sens. Et le sens dans lequel vous dites qu'il faut le diriger, c'est l'impératif écologique, donc sauver la planète en gros, et deux, et il va avec l'impératif social et que en gros, à la place dans une économie des désirs, on retourne à une économie des besoins. Ouais, c'est ça.
il faut dire ce qu'on veut. Il faut dire ce qu'on veut. Cette idée d'avoir calqué la manière de gérer un État sur celle d'une entreprise dont la seule finalité c'est de produire du profit, c'est-à-dire de vendre plus cher que ce que ça a coûté. Pourquoi est-ce qu'un État fonctionnerait comme ça? C'est pas du tout ça. C'est pas pour ça qu'il y a un État. L'État peut abuser de son pouvoir, bien entendu, mais l'État il est là pour représenter l'intérêt général, ce que nous voulons nous dans notre ensemble, et pas simplement ce que des petits groupes bien particuliers veulent à l'intérieur d'un système qui est notre système capitaliste, où il y a une pompe organisée pour que celui qui fait rien mais qui a pu avancer des fonds reçoive la plus grosse partie de la richesse qui a été créée. C'est cette logique-là qu'on tolérait, d'une certaine manière, qu'on tolérait pour des gens voilà, de leur côté. Mais là, maintenant, on en a fait aussi la logique de l'État, c'est-à-dire à partir des années 70, parce qu'avant, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et vous dites, à un moment, de toute façon, il va y avoir grosso modo une étincelle, et il va y avoir un événement qui va nous recontraindre à basculer vers une logique des finalités. En tout cas, c'est un espoir que vous placez. Est-ce que vous pensez que le moment est venu? Est-ce que vous pensez que cette crise du coronavirus peut au moins nous servir à ça? C'est-à-dire que oui, la difficulté avec le réchauffement climatique, que c'est un truc voilà, ça va au ralenti, on peut voir, il y a des endroits où ça va pas au ralenti. Si vous regardez un peu ce qui se passe en Australie, où vous voyez tout à coup la carte du pays où il est mis en rouge foncé, en grenat la température quand elle dépasse 40 degrés, tout à coup vous voyez toute l'Australie qui devient toute rouge et vous vous dites bon là il y a quelque chose qui se passe. Mais chez nous ça va relativement au ralenti. Alors c'est un exercice formidable qui nous arrive maintenant. C'est formidable parce que ça nous montre ce que c'est une catastrophe. Ce qui nous arrive maintenant, dans la Bible, ça s'appelle un fléau. C'est un fléau, comme les sauterelles, comme la guerre, etc. Et on ne veut pas utiliser ce mot. On veut pas. Ce qu'on essaie de cacher, nos gouvernements, c'est à quel point on est dans l'horreur dans ce qu'on est en train de faire en ce moment. On nous dit oui, c'est relativement normal, etc. Et cette histoire de faire fonctionner des entreprises qui font des rétroviseurs, c'est pour nous convaincre qu'on est encore dans la normalité. Alors on nous dit ce qu'il faudrait dire, restez à la maison, bougez surtout pas. Et puis on nous dit allez voter. Et un ministre vous dit voter, c'est quand même aussi important que de rester à la maison. Ça va pas ça. Mais c'est pour nous convaincre qu'on est dans la normalité et que quand ça s'arrêtera, on sera toujours dans la normalité et qu'on pourra nous refaire le coup qu'on nous a fait en 2008, c'est-à-dire de reconstruire le système à l'identique. Pourquoi est-ce qu'on n'y croyait pas? On n'y croyait pas, on se disait ils n'auront pas le culot d'essayer de reconstruire ça comme c'était. Eh ben si, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours le rapport de force en leur faveur. Alors là, il faut qu'on commence, toi et moi, déjà à gueuler. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour dire quand ça se terminera, on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord pour remettre ça en place. Quand Sarkozy, discours de Toulon, formidable, écrit en fait par Guénaud, de dire voilà, on a bien compris qu'il fallait changer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont remis le truc en place? Nous, on était soulagés, on devait retravailler, c'était la fin de la récession. On n'a pas dit à ces gens-là, mais qu'est-ce que vous nous avez raconté comme bobard? Maintenant, il faudrait le faire. Mais cette fois-ci, on est prévenu. Je pense que, dans le moment actuel, on a deux choses à faire. Il faut les démasquer au jour le jour. C'est-à-dire leurs mensonges. Parce que quand je vois le discours de Macron, puisque je le relisais, depuis des semaines, nous agissons, nous nous préparons. Ben non, si c'était préparé depuis des semaines et des semaines, il y aurait des tests, il y aurait des masques, il y aurait du gel. Donc c'est du bidon. Il continue à nous mentir en permanence. Et il faut, on peut pas faire un bloc national derrière Macron aujourd'hui. La nation peut être unie dans cette crise sanitaire, mais elle peut pas être unie derrière Macron. Et donc on est dans un temps comme ça où il faut continuer à les démasquer et il faut se faire des souvenirs. Il faut garder tout ça en mémoire pour demain parce que là, c'est un temps d'hibernation, mais demain, il faudra pas oublier, il faudra leur faire payer ça. Et par ailleurs, l'autre chose, et c'est peut-être à ça que ton livre est plus utile, parce que moi, c'est mon côté pamphlétaire et tout ça, mais ton livre est plus utile, c'est de poser les jalons pour du coup, quelles sont les ruptures qu'on mettrait en œuvre, vers quoi on irait. Notamment, dans ce que tu dis, il y a tellement de choses qui font écho aujourd'hui, mais tu dis, les États des pays occidentaux s'avèrent être des lions assoupis.
S'ils n'en font pas l'usage de la force pour imposer leur volonté, cela ne signifie pas qu'ils n'aient pas les moyens de le faire et qu'ils hésitent beaucoup à y recourir aussitôt que les événements prennent de court la pensée conservatrice et conformiste de leurs dirigeants. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps où on revoit d'un seul coup l'énorme puissance des États occidentaux, puisque on peut plus aller pisser à plus d'1 kilomètre de chez soi. Donc c'est quand même, c'est difficile de faire plus puissant que ça. C'est comment, à la sortie de cette crise-là, ils vont pas refaire comme s'ils étaient des petites souris qui pouvaient rien contre les mouvements de capitaux, qui pouvaient rien contre les multinationales, qui pouvaient rien contre la défiscalisation et qu'ils étaient des petits animaux inoffensifs alors qu'ils ont réussi à nous imposer ça pendant le temps de la crise. Et là, tu jettes les bases de ça, notamment en disant, voilà, il faut revenir à diriger l'économie et pas se laisser diriger par elle. Ah ouais. Non, sinon, c'est ce que je disais, on laisse les choses, on laisse les objets déterminer ce que les êtres humains sont. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, tu en as parlé dans la première partie. Les gens les plus exposés, on les envoie quand même au boulot. Et qu'est-ce que c'est ça? Il faut employer le mot, hein, il faut quand même le dire. C'est une politique déguisée d'exterminisme. C'est-à-dire d'envoyer, c'est comme dans la guerre de 14. Les planqués, les gens qui, voilà, de la bourgeoisie et tout ça, leurs parents pouvaient leur payer un remplacement. Et c'était d'autres qui allaient au front. C'était les enfants d'ouvriers, essentiellement les paysans qui allaient au front. Les enfants des bourgeois, ils restaient à la maison. Et c'est ça qu'on est en train d'organiser aussi. Il y a une espèce d'exterminisme latent maintenant. Pourquoi? Et ça, tu as vu cette lettre par un patron là, un patron qui dit on va essayer de tirer parti de ce qui se passe pour essayer d'attaquer le capitalisme. Et alors, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit aussi qu'il faut absolument pas toucher au système tel qu'il est. Et donc, puisqu'on est en économie de guerre, tu prends l'exemple des guerres en disant, eh bien, ça a été un temps où, par exemple, les États-Unis ont réussi en très peu de temps à faire basculer leur économie de manière importante pour choisir de lutter contre ça. Donc, on pourrait le faire en gros contre le réchauffement climatique. Mais tu prends aussi, il me semble que c'est l'exemple de la Grande-Bretagne. Là, la fabrication de certains objets était purement et simplement interdite. Parmi ceux-ci figurent la quincaillerie d'aluminium, de nombreux objets de luxe, pianos, frigidaires, etc. Et restrictions probablement très pénibles pour les Anglais si éprises de pelouses bien entretenues, on n'a plus le droit de fabriquer de tondeuses à gazon. Et bien peut-être que dans le temps à venir, il faut aussi qu'on ait des dizaines, des centaines, des milliers d'objets qu'on considère comme inutiles et qu'on souhaite ne plus produire. Ouais, il y avait un autre truc, c'était le nombre de boutons sur les manchettes et des trucs comme ça, ou les cols en fourrure qui n'étaient pas nécessaires. Mais au moment où il faut mobiliser une population entièrement, les gens comprennent que ce qui est de la pure fantaisie, pas tout le monde, il y en a toujours là qui considèrent que ce qui est de la pure fantaisie, ça n'a pas priorité sur le reste. Mais sinon, quand il y a véritablement un grand danger et qu'on comprend la nature du danger, et malheureusement dans les cas de 1940 et de 1941 pour les États-Unis, les gens ont compris l'enjeu. Alors, il ne faut pas enjoliver non plus. Il y a un type qui a écrit récemment un article pour dire oui, l'esprit du Blitz en Angleterre, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas contents. Bien entendu. Mais devant des priorités et la survie du genre humain, ce sera quand même une priorité parce que sinon on n'en parlera plus parce que ce sera terminé. Il faut qu'on puisse se mobiliser et réduire la capacité, je dirais, de nuisance des gens simplement pour qui Aristote les appelait les amis du plaisir. Voilà, les amis du plaisir, c'est sympathique. Mais s'ils ne comprennent pas l'intérêt général, il faut quand même, à ce moment-là, il faut pouvoir les arrêter avec la police, les faire venir devant le tribunal, les mettre en prison, parce qu'ils mettent le reste en danger. Voilà. Et il faut que nous rendions compte qu'une société doit être organisée. Et là, je rappelle toujours que les grands théoriciens de l'ultralibéralisme, les von Hayek, les von Mises, c'était des gens qui étaient convaincus que la venue du socialisme, en fait, elle était inéluctable. C'était un mouvement inexorable, que tout ce qu'eux pouvaient faire, c'était ralentir ça. Bon, très bien. Mais le moment est venu de plus ralentir et d'arriver à quelque chose qui soit la générosité, la solidarité,
solidarité, parce que leur concurrence à tout craint, leur compétitivité, etc. C'est un truc qui peut jouer dans les marges. C'est bien pour les Grecs, ils avaient compris ça. Ils mettaient la compétitivité, la concurrence, ils mettaient ça dans les Jeux Olympiques une fois par an ou une fois tous les 4 ans, je me souviens plus. Mais le reste du temps, on fonctionnait dans une société qui essaie de marcher. Et c'est le même principe de la Chine antique. Il faut une harmonie entre le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Entre l'organisation de l'État de manière générale et les individus. Et pourquoi en Chine? Pourquoi ils ont compris ça tout de suite? Parce qu'ils mangeaient tous du riz et qu'il fallait qu'il y ait de l'eau dans les rivières qui puisse servir à l'irrigation. Donc il fallait, à l'échelle de cet immense pays, il fallait qu'on organise la distribution de l'eau. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et c'est pour ça que leurs villes ont été dirigées depuis, je crois que c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, par des fonctionnaires et pas par des comme chez nous. D'abord par des guerriers ou des enfants de guerriers et ensuite par des commerçants. Non, il fallait organiser ça pour l'intérêt général. Et ça, on a complètement oublié avec l'avenue de l'ultralibéralisme. Chacun pour soi, il y a une main visible qui va s'occuper de tout ça en arrière-plan. Cette main visible, elle marche seulement quand tout va sur des rails. Dès qu'il y a une crise, ce truc s'effondre. Donc, parmi les ruptures que vous proposez, parce qu'il y a un certain nombre de ruptures concrètes, il y a le retour à la planification. Quel plan? Parce que le plan, c'est l'Union soviétique, c'est le Gosplan. Non, mais ça, c'est toujours de la même chose. Ah, le plan, c'était l'Union soviétique. Non, le plan, il fonctionne en Chine pour le moment. Alors, d'abord, il y a un truc. D'abord, il y a, je dirais, l'âme russe. Hein. Ça, c'était un truc qui avait un arrière-plan de la planification. Faire plaisir au supérieur. Alors, le supérieur n'aurait pas été content si le chiffre avait été 1000, alors on met 15 000. Bon, alors ça, c'est déjà une difficulté. Et d'autre part, il était très difficile à l'époque, à l'échelle d'un truc comme l'Union soviétique, d'avoir des informations tout à fait fiables. En plus, bon, le système a dérapé assez rapidement. Donc, quelle planification? Une planification comme on peut faire, une planification comme la planification en France entre 1945 et 1970. C'était un truc, ça marchait. C'est pour ça qu'on formait les gens à travailler dans l'INSEE, etc., pour avoir des bons chiffres. Mais la difficulté, après, c'est pas, il suffit pas d'avoir les chiffres et de les regarder et puis de les mettre dans un dossier et puis qu'on ne les regarde plus. Ça doit avoir une certaine dimension indicative de ce qu'il faut faire. Au niveau de l'enseignement, on laisse les gosses faire absolument tout. Il y en a 15 000 qui veulent faire de l'histoire de l'art, etc. Il n'y a pas un seul boulot en histoire de l'art. Il n'y a plus de boulot en journalisme, etc. Il faut leur dire où il y a des boulots. Et il faut les encourager. Et il faut mettre les moyens pour qu'ils aillent à l'endroit où ça sert à quelque chose. C'est ça, la Chine l'a compris depuis un certain temps. Il y a des tas de gens qui voulaient sans doute devenir poètes en Chine et qui sont devenus ingénieurs parce qu'on les a aidés à devenir ingénieurs. Et ça sert à quelque chose. Quand maintenant la Chine fait de l'intelligence artificielle, elle a raflé le marché à peu près partout. 95% de ce qui se passe maintenant en intelligence artificielle, c'est les Chinois qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le paquet. Alors, parmi les autres ruptures, ce que vous proposez avec votre co-auteur, c'est l'interdiction de la spéculation. Ouais. Tout bêtement. Ouais, tout bêtement. On nous dit, tout le monde est d'accord. Ah, la spéculation, c'est terrible. Regardez, en 2008, quand on a dû régler l'ardoise, nous, les contribuables, la moitié des sous qu'on a payés, c'est purement et simplement spéculateur. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Ah, que c'est dommage, etc. Et alors, quand moi je dis, depuis cette époque-là, je dis, il faut revenir à l'interdiction de la spéculation. Ah oui, mais la spéculation, ça a toujours existé. On sait d'ailleurs pas trop ce que c'est. Un truc extraordinaire. Paul Volcker, qui a été président de la Fed aux États-Unis, quand on lui demande qu'est-ce que c'est exactement la spéculation, il dit on sait ce que c'est quand on la voit. Et quand le journaliste lui demande, oui, soyez un peu plus précis, il dit je sais pas trop. Il sait pas ce que c'est. Alors qu'il y avait des lois au 19e siècle qui interdisaient la spéculation, qui disaient simplement les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des titres financiers, c'est-à-dire aussi les paris à la hausse ou à la baisse sur les taux d'intérêt, puisque l'un dépend de l'autre, sont interdits. Et regardez l'article 422. Dans l'article 422, on vous fait la liste des peines de prison qui sont associées à ça. C'était très simple. Oui, la France avait fait jusqu'en 1885.
Ouais, voilà. Jusqu'en 1885, c'était interdit. Alors, vous avez d'autres propositions. C'est la gratuité pour tous les besoins, au fond. Ouais. Ensuite, vous avez un truc que j'ignorais, c'est que les règles comptables aujourd'hui, elles sont déterminées par le privé lui-même et qui décide du coup que le travail soit un coût. Et c'est eux qui l'ont déterminé et ça a été établi par des normes comptables. Donc, vous proposez d'inscrire ces normes comptables dans la Constitution ou de revoir ces normes comptables. Plus généralement, vous avez vécu la crise de 2008, c'est même à ce moment-là que vous avez surgi devant une caméra comme celle-là et que vous vous êtes fait connaître. Est-ce que vous avez plus de raisons d'être optimiste sur une sortie de crise aujourd'hui et sur le fait que le système ne se remette pas éternellement sur ses pieds, mais qu'il y ait bien des changements et des changements probants, notamment pour la survie de la planète, que vous l'étiez en 2008, ou est-ce que vous pensez que de toute façon, ça sera à nouveau une crise pour rien? Ben pour ce qui touche à la France, les Gilets jaunes, c'est un avertissement, hein, c'est un avertissement. Et le fait que ça a été bien compris comme un avertissement, c'est la hauteur à laquelle est montée la répression, qui montre que voilà, un certain nombre de gens ont peur. Et cet industriel qui nous dit attention, vous allez remettre en question le capitalisme, il a tout simplement la pétoche. C'est ça qu'on voit dans son discours. C'est-à-dire, il sait que la patience des gens n'est pas infinie. Je sais pas, de 1600 à 1789, les gens ont été extrêmement patients. Il y a eu quelques jacqueries, etc. Mais en 1789, ça a pété. Ouais, mais vous savez, moi, dans mon camp, on n'arrête pas de nous promettre 1789. Ouais, c'est possible, mais il viendra un jour. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais mon cousin, mon neveu, mon beau-frère, lui, il bougera jamais. Et alors, je pose la question. Imaginons qu'on est le 14 juillet 1789 et qu'on vienne frapper à sa porte et qu'on lui dise, les gens sont en train de s'assembler devant la Bastille. Je dis à ces gens-là, est-ce que vous êtes sûr que votre cousin, votre beau-frère, etc., qu'il irait pas? Et là, les gens me disent, ah, je crois qu'il irait quand même. C'est ça la réalité. Les gens attendent qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux pas encourager les gens à de la violence, je dirais, déraisonnée. Mais il faut que ceux qui nous imposent ce système qui ne marche plus depuis 2008 comprennent que la patience des gens a des limites. Voilà. Donc vous êtes plutôt optimiste sur le fait que là, il y a le fruit est plus mûr, les esprits sont plus mûrs qu'ils ne l'étaient en 2008. Tout ce que je sais, c'est que je continuerai à mettre toute mon énergie, tant qu'il en restera, à essayer de défendre, de prôner le changement qui est indispensable. Parce que si on le fait pas, c'est l'espèce tout entière à échéance. Et l'échéance, elle n'est pas très très lointaine. Hein. C'est 30 ans, c'est 50 ans, etc. Et à ce moment-là, c'est terminé le genre humain. C'est terminé. Il restera peut-être pendant, je ne sais pas, encore 20 ans de plus des gens sur une île quelconque. Mais ce qui va se passer, c'est que dans la dégringolade, il y aura des pays qui ont un arsenal nucléaire invraisemblable, qui vont finir par se fâcher pour une raison ou pour une autre, et parce qu'ils décideront que ce sont les ennemis de toujours qui sont responsables de ça, et ils feront péter ce bazar. Et les gens qui seront sur une île en Polynésie, le nuage radioactif, il viendra quand même, et ils crèveront quand même. Ils pourront pas rester 50 ans dans leur bunker. Ok. Merci Monsieur Jorion, enfin merci Paul, tu m'as dit de te tutoyer. Donc, non, merci pour le bouquin surtout parce que il y a des comme ça, des bouquins qui arrivent à point. D'abord, il fallait peut-être que je sois confiné pour le lire. Et puis ensuite, ça arrive vraiment à point. D'abord parce que ça tombe au milieu de cette crise et c'est des espèces de boussoles parce que ça vient dire des choses que on pense déjà. Il y a des choses qui sont nouvelles et ainsi de suite, mais il y a plein de choses qui sont latentes qui étaient latentes en moi et que le fait de les trouver écrites noir sur blanc dans un texte en face, ça aide à notre propre accouchement. Donc merci à vous et puis à Vincent Burnand-Galpin qui est votre co-auteur sur ce livre et qui à la fois mène une critique de l'économie qui dirige alors qu'elle doit être dirigée, qui rétablit l'économie dirigée, qui propose une planification et qui ouvre un certain nombre de propositions de rupture. Maintenant, moi, ma conviction, c'est que la rupture, elle pourra pas se faire avec les mêmes.
il va falloir changer de président pour changer d'orientation aussi, entre autres de président et de ministre, ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand j'entends Gérald Darmanin qui dit oui, il faut retrouver notre souveraineté et tout ça, quand ce sont les mêmes qui depuis 20 ans ont fait tout l'inverse, je dois dire que j'ai aucune confiance et que ça passe aussi par des ruptures politiques, quoi. Ouais, c'est pas encourageant. Mais tu sais, François, que tu es un personnage clé dans une célèbre bande dessinée qui s'appelle La survie de l'espèce par Grégory Maclès et Paul Jorian. Et Je voilà. sais, j'ai vu ça il y a quelques années, oui. Donc, vous m'aviez représenté en être très, très énervé qui intervenait dans des assemblées générales d'actionnaires. J'étais encore plus énervé comme reporter que comme député, c'est dire. Voilà. Et tu sais aussi que dans la bande dessinée, ils t'aimaient pas beaucoup et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Ouais. Ouais, ben j'espère il faut qu'on représente pour eux un danger. Il faut qu'on soit un danger, il faut qu'on leur fasse peur. Tu sais, c'est Henri Krasuki qui était un dirigeant de la CGT encore au début des années 80 et qui disait à ce moment-là, la peur a changé de camp. La peur qui se trouvait du côté, que les patrons avaient peur et c'est les ouvriers qui se sont mis à avoir peur. Et c'est comment on va sortir de cette crise-là. Est-ce que la peur va s'être levée et que, comme au moment des Gilets jaunes, puisque, enfin, quand tu parlais des Gilets jaunes, tu vois, je me dis au fond, la seule réponse qu'ils ont trouvée était une réponse policière. Et c'est comme si aujourd'hui, même au moment du coronavirus, la seule réponse qu'ils trouvaient était une réponse policière. Et ben demain, il va falloir que nous on ouvre l'espoir pour qu'il y ait d'autres réponses, quoi. Et d'envoyer au front les gens dont on se dit qu'on n'a pas vraiment besoin. C'est ça aussi. Hein. Et tout comme dans la guerre de 14, tu sais, on disait, là, je vois, bientôt, on va réinventer les médailles, quoi. On va les mettre des médailles aux soignants. Ils n'ont pas besoin de médailles, ils ont besoin de masques, ils ont besoin de gel hydroalcoolique, ils ont besoin de tests, ils ont besoin de pouvoir faire leur boulot normalement, ils ont besoin que leurs heures supplémentaires soient payées, ils ont besoin de pas être au burn-out. Chez les infirmières, au bout de 3 à 5 ans, on quitte le métier pour un tiers parce qu'on est en burn-out. Ils ont besoin de tout ça, mais à la place, tous les soirs, on leur dit chapeau, on leur dit bravo. Bon, mais ils n'ont pas besoin d'applaudissements, enfin, tant mieux s'il y en a, mais ils ont besoin que les ministres, ils les aident à faire leur travail correctement et depuis des années, on fait l'inverse. Mais donc voilà, j'ai pas envie que, de la même manière qu'on remettait des médailles, et dans la Somme, on sait ce que ça veut dire, hein, remettre des médailles pendant toute la bataille de la Somme, pendant il y a un siècle, qu'aujourd'hui, ça soit de la remise de médailles aux soignants. C'est pas des médailles ou des médailles pour les caissières. C'est pas des médailles qu'il faut, c'est que les gens soient respectés au niveau de leur fiche de paye, respectés au niveau de leurs conditions de travail. Et je dirais, je terminerai là-dessus, hein, c'est moi qui fais l'édito, mais que la démocratie, elle s'arrête pas à la porte de l'entreprise. C'est l'un des enjeux qui est pas évoqué pleinement dans ton livre d'ailleurs. Mais c'est voilà, il faut que aujourd'hui, ça doit être dans les entreprises, on doit pouvoir dire si on est en danger sanitaire ou pas et si on continue à travailler ou pas. Et les salariés doivent avoir leur voix au chapitre et que ça soit pas le propriétaire qui use, fructuse et abuse de ce droit, quoi. Et en 14, on fusillait ceux qui n'étaient pas contents, hein, ceux qui ouvraient leur gueule. Ouais. Et tu sais, il y a une infirmière qui m'avait dit, c'est pas la guerre de 14, c'en est une autre qui m'avait dit, vous devriez faire Radio Londres. Mais oui, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est un peu dans un temps de maquis. De la manière dont on se parle là, c'est un peu le temps de maquis parce que moi, j'ai pas ma tribune, je peux pas monter à la tribune de l'Assemblée nationale, on peut pas poser des questions au gouvernement, on va pas aller faire les matinales radio et puis tout ça. C'est le temps de maquis, mais c'est le temps où doivent se fomenter les réseaux. Et c'est le temps où doivent se fomenter les nouvelles idées, tout comme pendant le problème du Conseil national de la résistance, c'est fait dans cette clandestinité-là. Nous vivons confinés à un temps de clandestinité contrainte, ben faut la mettre à profit pour que demain on sorte, qu'on soit plus fort et qu'on les renverse, quoi. C'est l'exemple, hein, le CNR, c'est vraiment l'exemple à suivre. Bon, je te remercie beaucoup, Paul, même si j'étais plus bavard que toi sur la fin. Non, t'inquiète pas, on dit la même chose. Ouais. Merci beaucoup, Paul, et puis merci surtout pour ton bouquin avec Vincent Burnand-Galpin. Et vraiment, je le recommande parce que alors, il faut le recommander, mais il faut pas le commander par Amazon. C'est ça la difficulté. Donc, moi, je me demande si je vais pas me faire une livraison spéciale par mon libraire parce que je pense que je vais arriver au bout de ce que j'ai lu et il y en a d'autres ouvrages que j'aimerais lire. Donc, voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Paul, en tout cas. Merci à toi, merci. Et puis, on continue surtout. Ouais, continue. Ouais. Bon. Alors, je termine là, hein, parce qu'il est déjà tard. Hein. Il y a des gens qui nous écoutent encore? Ah, bah, ça va. Il y a encore du monde qui nous écoute. Je termine. Le jeu, je fais un jeu. Et je fais un conseil de lecture.
Je vais faire un concert d'écriture plus Léduc pendant que Sylvain, et je le remets, merci d'être là, tous dans sa manche. Bon. Allez, une devinette. Qui a dit ? Je crois que les Français, c'est très capable de s'intéresser à leurs affaires si vraiment on leur donne la parole. Mais dans la mesure où on ne... Ah, j'ai pas dit ce qu'il y avait à gagner. Bon, c'est toujours la même chose. Hein. On va pas gagner une bouteille de sirop Carrefour. C'est pas bien. On va gagner un DVD Je veux du soleil pour le deuxième et un DVD Merci Patron pour le premier. Je crois que les Français sont très capables de s'intéresser à leurs affaires si vraiment on leur donne la parole. Mais dans la mesure où on ne leur donne pas la parole et où tous les pouvoirs sont concentrés en des lieux un peu lointains, mystérieux, en tout cas inaccessibles, renouvelables à de très lointains intervalles, je crois que ceci est susceptible de provoquer des réactions fort peu démocratiques, soit une grande indifférence, on se détourne de la vie politique, soit la recherche de moyens d'intervention extra-institutionnels, le désordre, la manifestation, les interventions sous des formes diverses que nous voyons se multiplier. Alors, qui est-ce qui a invité Bernard Friot? On y compte bien, mais il n'y a pas de réponse pour l'instant. Bon, bah écoutez, Ségolène Royal, c'est pas Ségolène Royal, c'est pas Nizan, surtout pas, c'est pas Mélenchon. Je vais poursuivre mes citations parce que j'en ai un autre bout normalement, du même auteur. Sartre, non. Pierre Desproges, non, c'est pas Desproges. Allez, hop, je poursuis. Allez, on va dire que c'est un homme de gauche de la deuxième moitié du XXe siècle. Quand vous dites aux représentants de certaines catégories sociales qui se livrent à des manifestations, les uns mettent le feu à des perceptions, les autres vont répandre leurs artichauts dans les cours des sous-préfectures, d'autres barrent des voies ferrées. Lorsque vous leur dites tout de même éviter ces excès, ces abus, ils vous répondent, vous savez que c'est la seule manière de se faire entendre. Et c'est vrai. Parce qu'en effet, le pouvoir affolé va leur donner satisfaction. C'est pas Jospin, c'est pas Aignan Morin, c'est pas François Hollande. On a dit un homme de gauche. Georges Marchais, Desproges, non, Coluche, Frédéric Lordon, Macron, Bambi, Jacques Chirac. Non, je continue. Ah, c'est passé. Il y a eu Mendès France. Eh ben, c'est Pierre Mendès France. C'est gagné. C'était Pierre Mendès France pour le premier. Donc, je sais pas qui a gagné, mais. Hein? Pascal Pagani a gagné. Alors, je termine avec un conseil de lecture. J'ai décidé de faire de prendre un livre une série de livres qui sont plus divertissants que d'habitude. Je voudrais recommander Jane Austen. Là, j'ai raison et sentiment. Jane Austen, je pense que c'est l'une des auteurs, donc écrivaine anglaise du 19e siècle, qu'on lit complètement. Alors là, je commence à fatiguer. Qu'on lit complètement à rebours de ce qu'elle est en réalité. C'est-à-dire qu'on la lit comme une sentimentale qui ferait de l'écriture romantique, qui ouvrirait les cœurs. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ce qu'est Jane Austen, c'est Pierre Bourdieu avant l'heure. C'est le décryptage des codes sociaux avant l'heure et pour des raisons de marché matrimonial. C'est quoi le marché matrimonial? C'est comment on va s'en sortir pour s'élever dans la hiérarchie sociale grâce au mariage. Il suffit de lire par exemple le début de Mansfield Park, donc l'un des 6 romans de Jane Austen, et c'est sans doute le plus marxiste, je dirais, de ces romans à Jane Austen. Voici une trentaine d'années, mademoiselle Maria Ward de Huntington fut assez heureuse pour captiver, avec 7000 livres de rente comme seule fortune, le cœur de Sir Thomas Bertram de Mansfield Park, dans le comté de Northampton, et se hausser ainsi jusqu'au rang de femme de baronnet, acquérant de surcroît tout le bien-être et les avantages matériels qu'offre une belle maison et un revenu considérable. On le voit là à quel point ça n'est pas une affaire de cœur que la conquête de ce Sir Thomas Bertram, mais c'est bien une affaire d'argent, une affaire de comment on s'élève dans la hiérarchie sociale. Mais donc, elle, son sort est réglé. Il est réglé positivement. Ces 2 sœurs ne pouvaient manquer de tirer profit de son élévation. On est dans l'Angleterre du 19e siècle, dans l'Angleterre ou de la société industrielle et de la bourgeoisie. Et ceux qui, parmi leurs connaissances, jugeaient mademoiselle Ward et mademoiselle Frances d'une aussi grande beauté que mademoiselle Maria, n'hésitèrent pas à prédire pour elles des mariages presque aussi avantageux. Mais il n'existe pas autant d'hommes en possession d'une vaste fortune qu'il n'y a de jolies femmes pour les mériter. Mademoiselle Ward, au bout d'une demi-douzaine d'années,
se trouva contrainte de contracter alliance avec un ami de son beau-frère qui était presque entièrement dépourvu de fortune personnelle, le révérend Norris. Et quant à mademoiselle Française, son sort fut encore bien pire. Elle se maria, selon l'expression populaire, pour désobliger sa famille, et en arrêtant son choix sur un lieutenant de marine sans éducation, fortune ou parenté, c'est une chose qu'elle fit à fond. Son choix n'aurait guère pu être plus fâcheux. Voilà le début de Mansfield Park, mais à peu près tous les ouvrages de Jane Austen, au fond, sont sur le même schéma et sur le même thème, qui est comment on fait des mariages qui permettent de s'élever dans la hiérarchie sociale. Donc ce sont vraiment, je crois, des romans marxistes, parce que c'est l'analyse de la lutte de classe à petite échelle, sans les classes populaires qui forment comme l'arrière-toile des romans de Jane Austen, mais entre l'aristocratie, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, comment on parvient à s'élever, comment on risque de se marier avec un paysan et ainsi de suite, et surtout du roman, je dirais, de Bourdieu avant l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'analyse des petits détails, de comment on s'habille, de comment on parle, de comment on s'éduque, qu'on va parvenir à opérer un bon ou un mauvais mariage. Donc vraiment, moi, c'est l'un de mes auteurs favoris. Jane Austen est l'un de mes auteurs favoris. Je pense que Orgueil et préjugés est peut-être super bien, quoi. Après, Raison et sentiment, c'est pas mal non plus, ainsi de suite. Mais vraiment, il faut lire Jane Austen, qui, à mon avis, est une auteure marxiste du 19e siècle. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est mon conseil de fin de soirée. Je suis fatigué. Enfin, voilà. Il n'y avait pas des jingles à essayer? Alors, on n'a pas eu le temps, mais on va le faire. On va mettre des jingles et puis on va mettre des jingles au milieu de l'émission. Ça permettra de boire un coup d'eau et de respirer un truc, parce que j'ai l'impression de faire toute l'émission en apnée comme ça. Et donc voilà. Donc on se retrouve, je pense, en fin de semaine, parce que je le redis, c'est encore ma semaine enfant. Donc je vais gérer mes enfants. Je vais gérer leurs devoirs avec les grenouilles, avec les multiplications, avec tous les trucs en anglais, puis tout ça, et puis je vais rajouter des devoirs s'il y en a pas assez, et je vais leur faire des jeux de société. Bon voilà, c'est ma priorité de la semaine. Donc le matin, je vais écrire tôt, et j'ai pas eu le temps parce que je voulais prendre nos invités avant qu'il soit trop tard, mais de faire un point. On a reçu des tas de contributions sur le bouquin. Maintenant, le bouquin, il s'écrit en ligne et il peut être annoté, et il est annoté en ligne. Vous pouvez barrer, raturer, rajouter un adjectif, mettre une phrase, ou alors vous mettre sur le côté, vous pouvez mettre un long commentaire sur la démocratie. J'ai reçu des commentaires où j'avais mis la nature se venge, et on m'a dit non, la nature, elle se venge pas, elle s'équilibre, elle se régule, et ces crises-là sont des crises de régulation. Bon voilà, vous pouvez mettre tous ces genres de commentaires sur le site. Et moi, je tiens à remercier là. Maintenant, j'ai un nouveau micro, là, j'ai un truc qui est genre comme pour une lampe de chevet, là, pour une lampe de bureau. J'ai un nouveau micro parce que j'ai dit il faut que j'ai un truc à la Bourdin, tu vois. Donc on m'a mis un super nouveau micro, et si je postillonne, ça reste là-dedans et ça va pas dans le micro, donc ça peut encore se passer. J'ai tout ça, c'est grâce à une équipe, c'est grâce à Sylvain, c'est grâce à Paul, c'est grâce à Joseph qui me fait la documentation, c'est grâce à Cyril qui nous a fait, j'en parlerai peut-être la prochaine fois, mais un super tableau sur le suivi de la crise. Jour après jour, les alertes actus dans le monde, les réactions du gouvernement, les déclarations du jour, pour montrer un immense décalage entre les alertes qu'il pouvait y avoir en Chine ou en Italie et la réaction du gouvernement. Bon, j'ai tout ça, mais je peux pas parler de tout. Et donc, je vous donne rendez-vous en fin de semaine. On verra si c'est jeudi, on verra si c'est vendredi. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et puis, tout ce qu'on s'est raconté là avec Paul Jorion, chez Luxfer, avec Sébastien et ainsi de suite, ça va pouvoir venir nourrir aussi mon travail sur le bouquin que je reprends donc demain matin aux alentours de 6 heures. Voilà. Je vous remercie et puis bonne soirée à vous. Et puis, on en profite quand même pour faire des belles choses dans nos existences personnelles confinées. Et c'est un temps d'hibernation et on se prépare à sortir plus fort. Voilà. Et bon courage à tous ceux qui sont dans la peine et qui sont touchés par cette saloperie. Voilà. Allez, au revoir. Ciao, ciao.